Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à remercier mon adversaire du jour, que dis-je du jour, de la demi-heure, parce que je précise tout de suite que Jean-Louis n'est mon adversaire que pour les besoins de la controverse. Et je voudrais le féliciter de son courage d'avoir quand même accepté de défendre l'indéfendable, parce que c'est absolument indéfendable, la trachéotomie. En plus, il l'a très bien fait. Mais malgré tout ce qu'il vous a dit, alors je vais faire tout de suite, non, il ne faut pas trachéotomiser les patients de réanimation. Moi, j'ai prévu qu'une diapo, en fait, en dehors de la diapo de titre, c'est celle-là. 3 arguments, 3 raisons fondamentales, incontournables, indiscutables, qui vont vous convaincre tout de suite. La première, c'est que la trachéotomie est inutile. Il n'y a pas de vrai bénéfice pour les patients. Quand on regarde les critères de jugement dur, pas de bénéfice. Alors évidemment, après, on va chercher dans les coins parce qu'il faut bien essayer de trouver quelque chose de positif. Mais non, il n'y a pas de bénéfice pour les patients. Et non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais en plus, ça se complique quand même. Alors même si les complications ne sont pas très fréquentes, elles sont réelles. Et quand elles surviennent, elles peuvent être graves. Donc, pas de bénéfice. Complications, ça veut dire rapport bénéfice-risque très défavorable. Et dernier point, quand même, l'argument qui tue, à tous les sens du terme, c'est que les complications sont parfois suffisamment graves pour entraîner une surmortalité des patients. Bon, on peut s'arrêter là, vous êtes tous convaincus? Non, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 personnes sceptiques, donc je vais continuer pour elles, dont Jean-Louis évidemment. Je vais continuer pour elles et je vais argumenter un petit peu tout ça et développer tout ça. Alors, je vais commencer par un état des lieux. Ce qui est frappant quand on regarde la littérature sur la trachéotomie, c'est ça. C'est la diversité d'applications de cette procédure. Quand on regarde les séries, alors c'est vrai que Jean-Louis a raison, c'est plutôt entre 10 et 15%, mais avec des extrêmes, une fourchette très large, entre 0 et 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des équipes qui trachéotomisent très souvent, trop souvent leurs malades, et des équipes qui trachéotomisent jamais leurs malades. Donc on a ceux qui y croient, les believers, et ceux qui n'y croient pas, les non-believers. En général, quand on a ce genre de situation, ça veut dire une chose simple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évaluation réelle, fiable. Alors ça a été vrai pendant des décennies, c'est vrai qu'il y a des études récentes sur lesquelles je vais revenir qui ont apporté quand même des preuves. Et donc, il n'y a pas de preuve du bénéfice. Donc la trachéotomie, c'est une pratique qui repose actuellement sur des croyances. Et raisonner ou avoir une pratique qui repose sur des croyances à l'ère de l'evidence-based medicine, c'est un petit peu compliqué. Alors quelles sont ces croyances? Elles sont au nombre de 3. La première, c'est que ça facilite le sevrage de la ventilation mécanique. La deuxième, c'est que ça diminue le risque de PAVM. Et la troisième, c'est que ça diminue la mortalité. Alors présenté comme ça paraît très logique. Ça facilite le sevrage, donc on extube plutôt les patients. La durée de ventilation mécanique étant directement liée au risque de PAVM, ou étant un facteur de risque majeur de PAVM, quand on réduit la durée de ventilation, c'est logique, on réduit le risque de PAVM. Et les PAVM étant elles-mêmes un facteur de risque de mortalité, quand on diminue l'incidence des PAVM, on diminue la mortalité. Donc tout ça, ça paraît logique. Mais encore une fois, c'est des croyances. Et si on regarde ce que dit la littérature sur le sujet, eh bien, il n'y a rien de prouvé. Est-ce que ça facilite le sevrage? Bon, en fait, j'ai mis non là. En gros, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, non, si, c'est vrai que ça facilite pas le sevrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça diminue de façon, ça c'est vrai, ça diminue le travail respiratoire, mais ça le diminue de façon très modérée, et en tout cas de façon insuffisante, pour permettre une réduction de la durée de ventilation mécanique. En conséquence, il y a plein d'études qui montrent qu'il n'y a pas de différence en termes de durée de ventilation mécanique, et dans certaines études, même les patients trachéotomisés avaient une durée de ventilation mécanique plus longue. Voilà. Donc, première croyance, c'est vraiment de la croyance, aucune preuve. Deuxième croyance, ça réduit le risque de PAVM. Là, non, encore, on a 2 essais randomisés multicentriques récents, l'essai italien et l'essai britannique, publiés tous les deux dans le JAMA. Et là, les données sont très claires. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de réduction significative du risque de PAVM. Donc, ça ne marche pas. Dernier point, est-ce que ça réduit la mortalité? Là encore, la réponse est non. Je vous renvoie aux mêmes références. Donc, on a tordu le cou à toutes les croyances qui entourent la trachéotomie. Donc, c'est pareil, je pourrais faire le choix de m'arrêter là. Je pense qu'il doit y avoir encore 1 ou 2 sceptiques, dont Jean-Louis. Toujours. Donc, je vais juste essayer d'aller un petit peu plus loin. Ah non, pardon, j'ai oublié cette étude. Ah oui, l'étude de Rumbach. Alors, elle est extraordinaire, cette étude de Rumbach.
Voilà les résultats. Donc Umbach, c'était, on trachéotomise très tôt, quasiment dès l'arrivée en réanimation, dans un groupe, et on trachéotomise à J14 dans l'autre. Je ne sais pas si j'ai une flèche, bon, ça apparaît pas vraiment, si. Ah, si, elle met du temps, voilà. Voilà, on trachéotomise là. Alors effectivement, Jean-Louis disait tout à l'heure, c'est miraculeux. Alors oui, c'est miraculeux, mais c'est miraculeux pour les auteurs, pas pour les patients. Je m'explique. Regardez ce qui se passe. Les courbes là, de survie sont strictement superposables jusqu'à J14. Il ne se passe rien jusqu'à J14. J14, c'est le moment où on trachéotomise les malades dans le groupe trachéotomie tardive. Et là, tout d'un coup, la mortalité de ces patients augmente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts sur table, c'est l'anesthésiste qui a opéré, on se pose des questions quand même. Il y a un truc bizarre. Puis alors, ce qui est très amusant quand même, en fait, je ne m'étais pas perçu de ça avant de préparer le topo, mais c'est assez amusant. Donc il y a une légende qui accompagne la figure. Et là, il y a une sorte d'aveu implicite quand même des auteurs qui, au lieu d'écrire petit p inférieur à 0,05, écrivent quand même petit p supérieur à 0,05. C'est assez amusant. Il n'y a aucun trucage, je vous le promets. Aucun trucage. Moi, ça m'a amusé. Donc non, cette étude n'est pas très sérieuse, on ne peut pas vraiment en tenir compte. Alors pourquoi c'est inutile la trachéotomie? Pour une raison simple, c'est qu'on est incapable actuellement d'en fixer les indications. On est incapable de dire quel patient il faut trachéotomiser, on est incapable d'avoir des critères prédictifs de ventilation prolongée. Et ça se retrouve dans les études, dans tous les essais contrôlés randomisés, où pourtant il y avait une certaine réflexion, on avait réfléchi quand même à comment faire au mieux. Eh bien, dans toutes ces études, systématiquement, on peut faire la même constatation. Il y a un pourcentage très élevé de patients qui sont sevrés de la ventilation mécanique le jour où la trachéotomie était prévue par le protocole. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Alors, je vous ai mis là les chiffres. Donc les premières lignes, c'est tous les patients qui n'ont pas été trachéotomisés pour des raisons diverses et variées, et en gras, c'est les patients qui n'ont pas été trachéotomisés parce qu'ils étaient déjà sevrés de la ventilation mécanique. Alors, on fait cette constatation dans le groupe trachéotomie tardive. Ça peut se concevoir, puisque le jour de la trachéotomie dans ce groupe-là était J14. Donc on peut penser qu'effectivement, à J14, la majorité des patients sont sevrés de la ventilation mécanique. Mais fait troublant quand même, on faisait la même constatation, même si elle était un peu moins marquée, dans le groupe trachéotomie précoce, notamment dans l'essai italien, quasiment un malade sur 5, alors que la trachéotomie précoce, c'était entre le 6e et le 8e jour, était déjà sevré de la ventilation mécanique au moment de la trachéo. Donc ça veut dire que ça, potentiellement, quand on trachéotomise les patients, on les trachéotomise un petit peu par excès, et la plupart peuvent passer tout à fait sans trachéotomie. Alors, ce que je vous ai dit là, ça concerne des populations non sélectionnées de réanimation. Et peut-être finalement qu'on peut trouver des sous-groupes de patients qui seraient plus susceptibles que les autres de bénéficier de la trachéo. Il faut quand même essayer d'être positif. Mais le problème, c'est que même chez les bons candidats a priori, en particulier les traumatisés crâniens et les patients de chirurgie cardiaque, on ne retrouve pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice en termes de diminution du risque de PAVM, pas de bénéfice en termes de mortalité. Donc là aussi, je vais citer 2 essais contrôlés randomisés. L'un publié dans Journal of Trauma en 2006 et l'autre publié par celui qui a défendu le pour il y a 5 minutes. Bon, donc merci Jean-Louis de m'avoir fourni finalement ma meilleure arme pour ce topo. Et alors là, on ne peut pas m'accuser de partialité. Je cite la conclusion. La conclusion, alors bon, je ne vais pas le faire en anglais, mais je vous promets que ma traduction est fidèle, c'est que la trachéotomie précoce n'était pas associée à un quelconque bénéfice en termes de ventilation mécanique, de durée de séjour hospitalier, en termes de mortalité, en termes de complications infectieuses et même sur la qualité de vie à long terme. Bon, donc voilà, imparable. Alors, si je veux être tout à fait honnête, la suite de la conclusion, là, je l'ai un petit peu tronquée, c'était quand même que c'était une technique très bien tolérée et qui était en plus associée à une diminution des besoins en sédation, à une amélioration du confort et à un retour plus précoce à l'autonomie. Bon, là, j'admets, je m'incline là-dessus, il y avait une réduction significative, c'était bien fait, quoique, bon, alors là j'aurais dû mettre quand même un petit panneau un peu subjectivité, mais quand même je vais oser. Est-ce qu'il n'y avait pas là-dedans finalement un petit peu de prophétie autoréalisatrice? C'est quoi la prophétie autoréalisatrice? C'est que quand on croit tellement à quelque chose, on va tout faire pour que ça marche.
Hein. Là, en l'occurrence, et il l'a dit tout à l'heure, hein, du jour au lendemain, chez leurs patients trachéotomisés, ils arrêtent la sédation. Ils sont tellement persuadés que les patients n'en auront plus besoin et qu'ils seront confortables qu'ils arrêtent la sédation. Donc évidemment, c'est un peu plus haut. Je vous avais prévenu que je serais un peu de mauvaise foi sur le coup. Alors après, les histoires de confort, d'autonomie, évidemment que c'est hyper important. Mais, encore une fois, il y a une certaine proportion de patients qui est trachéotomisée probablement par excès. Alors moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'avoir une canule de trachéotomie c'est probablement plus confortable que d'avoir une sonde d'intubation translaryngée, mais entre une canule de trachéotomie et rien du tout, je préfère rien du tout. Réellement, hein, mieux vaut être extubé que trachéotomisé. Et puis, alors, je ne savais pas si j'allais oser le faire, mais j'ai vu que, bon, il y avait aussi la photo du pape sur la première diapo. Parce qu'en fait, quand j'ai cherché un peu d'iconographie, j'ai tapé trachéo et je suis tombé sur le pape. Bon, je l'ai mise. Hein. Mais disons que, là, on a quand même des exemples célèbres récents qui montrent que la trachéotomie, ça n'améliore pas réellement le confort. Hein. Il a même dit que c'était un petit peu son chemin de croix, si je me souviens bien. Et puis, ça pas entraîner une grande autonomie derrière, enfin, sauf si je me trompe. Voilà. Donc, la trachéotomie, finalement, ça marche pas. Alors, et en plus, non seulement ça marche pas, mais ça entraîne des complications. On a des complications qui sont liées au transport. Alors évidemment, quand, comme dans le service de Jean-Louis, on trachéotomise les malades au lit, on s'affranchit de ces complications, mais on ne fait pas tout ça. Et il y a un certain nombre de malades qui ont des trachéotomies chirurgicales. Donc quand on les transporte, ça peut mal se passer. Il y a des complications qui sont liées au geste en lui-même. Et il y a des complications qui sont liées à la canule. Alors, on va les voir rapidement, hein, vous les connaissez. Les complications liées au transport, évidemment, elles concernent les malades instables avec un risque d'aggravation, notamment sur les plans respiratoires et hémodynamiques. Et il y a éventuellement des risques aussi d'extubation accidentelle pendant le transport qui peuvent avoir des conséquences extrêmement délétères. Le geste aussi peut se compliquer. Il y a des complications précoces. Quelles sont-elles? C'est le risque hémorragique, le risque d'infection stomale, et puis il y a des complications redoutables, à type de lacération trachéale, de perforation œsophagienne, des lésions vasculaires du tronc artériel brachiocéphalique, et dans certaines études, elles sont même décrites comme plus fréquentes avec la trachéotomie au lit et dilatatrice percutanée qu'avec la trachéotomie chirurgicale. Donc là, il faut vraiment avoir une équipe chirurgicale sous la main pour parer à toute éventualité. C'est pas anodin. Et puis, il y a des complications tardives, et notamment la sténose trachéale. On vous a justifié tout à l'heure la trachéotomie en alternative à l'intubation translaryngée prolongée pour réduire le risque de sténose trachéale. Maintenant, ce risque, il existe, il est franc, il a été documenté aussi avec la trachéotomie, parce que finalement, on a toujours un tube dans la trachée, hein, que ce soit une canule ou une sonde d'intubation classique, c'est la même chose. Et en plus, la canule entraîne des complications. Parfois, ça complique un peu la ventilation. Il y a des problèmes de fuite, il y a des problèmes de déplacement de la canule avec des conflits canule-trachée qui sont parfois pas faciles à résoudre. Et il y a, sur le long terme, des lésions trachéales, des phénomènes de fistulisation, des granulomes qui peuvent survenir. Donc, ce n'est pas du tout un geste anodin, la trachéotomie. Et ces complications peuvent parfois tuer. Voilà, j'ai témoignage d'un patient, voilà, involontaire, mais voilà, on a fait appel au témoignage des patients tout à l'heure. Bon. Donc la mortalité, elle est liée à quoi? Elle est liée au geste et à ses complications, hein, vous l'aurez compris. Elle peut être liée aussi au changement de canule, notamment le premier changement de canule est un moment périlleux. Hein, c'est pas toujours facile. Alors peut-être qu'il ne faut pas changer les canules, mais ça se fait encore dans beaucoup d'endroits. Et puis surtout, ce qui a été documenté ou évoqué en tous les cas dans certains travaux, c'est l'augmentation de la mortalité après la sortie de réanimation, qui concernait les patients qui sortaient non sevrés ou en tout cas non décanulés. Pourquoi? Pour un problème très simple, c'est qu'on a assez peu de structures adaptées à la prise en charge de ces patients. Et donc, on fait sortir des patients dans des structures. Finalement, toutes les compétences ne sont pas réunies et malheureusement, ces patients meurent assez fréquemment de bouchons de canule. Et en plus, dernier point, mesdames les infirmières, il faut toujours faire attention à votre charge de travail. La trachéotomie peut augmenter la charge en soins, puisqu'il y a des soins spécifiques au niveau du trachéostome et au niveau de la canule, notamment au niveau de la chemise interne. Alors, en conclusion, la trachéotomie n'est ni utile ni futile, mais dangereuse, à déconseiller dès fortement. Et dès qu'on parle de trachéotomie, je crois qu'il faut mettre tous les garde-fous qui s'imposent. Prenez position,
prenez position, hein, faites part de vos directives anticipées, dites pas de trachéotomie. Moi, je veux pas être trachéotomisé. En tous les cas, c'est ce que je dis. Donc, l'hypothèse que tu évoquais à la fin, jamais, touche pas à mon cou, surtout ne touche pas à mon cou. Parce que, bah, voilà, hein, si vous êtes trachéotomisé, ça risque de mal finir. En plus, ça risque de se finir dans la souffrance. Bon, voilà. Je vous remercie de votre attention.